Oui, bonjour à tous. À ceux qui sont 2 minutes en avance. Pareil, hein, comme hier, hein, faites signer un maximum sur le chat dès que vous êtes là. Histoire que je sache que je suis pas en train de parler dans le vide. Bonjour. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, c'est parti. C'est bon, vous avez eu accès à ce que je vous ai mis sur April hier sans problème? J'imagine que oui. Hein. Ok. Nickel. Ouais, parfait. Ouais. Les vidéos, vous avez regardé un petit peu peut-être aussi. Bon, en l'occurrence, si vous êtes là, vous n'avez pas forcément besoin de revoir les vidéos, hein, j'imagine. Ah bonjour JN. Ok. Bon, t'as encore 2 minutes, histoire de laisser vos camarades le temps d'émerger. Il vous a déjà parlé du prochain contrôle, LinkedIn? Du prochain contrôle continu? J'ai vu que les notes n'étaient pas terribles. Je vais négocier avec lui pour qu'il fasse des choses un peu plus faciles au deuxième contrôle. Hein. Ok. Bon, on a déjà parlé en live, je crois, mais vous avez une date ou pas? Il m'en a pas trop parlé là. Non? Ça n'a pas l'air si clair. En 3 semaines. Alors si longtemps que ça. Donc fin novembre. Ah ouais, mais en même temps, vous l'avez assez peu, je crois, hein, Limine. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de trous, je crois, en novembre. Non. Ça me paraît loin en 3 semaines. Bon, je vais voir avec lui aujourd'hui. Bon, en tout cas, hein, je vais faire en sorte que ce soit plus... Je vais renégocier avec lui, histoire que ça soit un peu plus facile, quoi. 2 semaines et demie, ouais, ok. Je vais négocier avec lui, histoire que ça soit plus facile, quoi, parce que c'est vrai que le premier, il vous a un petit peu défoncé la tête, quoi. J'ai vu qu'il y avait 3 notes au-dessus de la moyenne, c'est ça? Ce qui est quand même... Ouais. C'est un peu, à mon avis, pas assez. Ok. Alors, où est-ce qu'on était hier? Ah oui, donc un petit retour. Alors, donc je vous devais un truc, hein, je me souviens. Donc c'est bon, il y a du monde là ou pas? Je me rends pas compte. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat? On est combien? Bon, on est 5. Ok, bon, on va dire qu'on commence. Hein. Ok. Alors, donc il y avait donc je vais vous parler des contre-exemples. Donc xn qui converge en probabilité vers x, et xn qui ne converge pas dans L1 vers x. Bonjour Yasmine. Ok, donc je vous ai deux contre-exemples là encore. Le premier c'est celui-ci. Hein, donc alors celui-là c'est un classique. Bon, alors, en fait, ouais, hier je vais pas être très bien réveillé. Hein, c'est quand même des choses très classiques quoi. Donc là c'est la vague. Hein, donc là le contre-exemple qu'il faut avoir en tête c'est le suivant. Donc c'est
comme ça, hein, et on pose xn de oméga est égal à n fois l'indicatrice de 0, 1 sur n de oméga. Alors je sais pas si parmi vous il y a des redoublants. Celui-là j'avais posé en contrôle à l'examen de rattrapage l'an dernier. Hein. Donc ça ressemble à ça, xn, hein, c'est essentiellement, on veut être sur 0, 1 sur n. Ok. Et vous valez n. Voilà ça, xn. D'accord? Alors, donc quel que soit oméga qui appartient à 0, 1, alors c'est 0 exclu, fixé, ok, il existe n, 0, tel que xn de oméga égale 0 dès lors que n supérieur ou égal à n0. Je me pose en oméga fixé, strictement positif, et à partir d'un certain moment, la vague va être à ma gauche. Ok? Donc xn de oméga va être égal à 0. Donc, xn de oméga tend vers 0, presque sûrement. Donc, xn de oméga, donc xn, oui, c'est xn tend vers 0 presque sûrement déjà. Hein. D'accord, donc je vous rappelle, parce qu'il y a convergence simple, car convergence simple, sur un ensemble de probabilité 1. Okay, donc évidemment, là, mon espace de probabilité, c'est évidemment 0,1 muni de C borélien, muni de la mesure de Lebesgue. Hein, ça va sans dire. Hein, bon, je précise pas parce que c'est évident ici. Ok, donc xn tend vers 0 presque sûrement. Convergence simple sur un ensemble de probabilité 1. Hein, l'ensemble de probabilité 1, c'est celui-ci. Hein, c'est 0,1... c'est celui-là. Sur l'ensemble de probabilité 1, oméga tilde. D'autre part, bon, on a tout fait pour. L'espérance de xn, pour tout n, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 sur n de n dx, ça vaut 1. Hein, l'air sous la courbe, là, elle vaut toujours 1. Quel que soit n. D'accord? Donc, xn ne tend pas vers 0 dans L1. Et a fortiori, quel que soit p supérieur ou égal à 1, xn ne tend pas vers 0 dans LP. Si vous convergez vers LP vers 0 dans LP, pour p supérieur ou égal à 1, vous convergez pour L1. Ok? Donc xn converge en probabilité, et donc, ce que je fais là, et donc, si je converge presque sûrement, je converge en proba. Hein, et donc, xn tend vers 0 en probabilité. Okay, donc xn tend vers 0 en probabilité, car presque sûrement, et pourtant xn ne converge pas dans L1. Ça va? Donc c'est un contre-exemple à l'implication qu'on avait hier sur votre police, que vous avez sur vos notes. Ok? Ça va? C'est pas un contre-exemple très difficile en l'occurrence. Hein. C'est la vague. Hier on avait vu la vague déplaçante. C'est n supérieur ou égal à n0, bien sûr. On regarde ce qui se passe à l'infini, Yasmine. Hein? Ok. Donc la 2, c'était xn qui tend en loi
Bon, en fait, ça c'est tellement n'implique pas la convergence en proba. Bon, ça déjà, je pourrais vous dire, bon, bah déjà, vous pouvez pas forcément donner un sens à la chose de droite dès lors que xn et x sont pas définis sur le même espace de probabilité. Hein. Donc déjà, de manière générale, c'est clair que gauche ne veut pas impliquer droite. Bon, maintenant, de manière peut-être plus constructive, si je prends xn, une suite IID, ok. Non, je vais pas prendre xn une suite IID. Je vais prendre xn une suite telle que une suite qui oscille xn sur donc de variable aléatoire sur 0,1 de VA sur 0,1 UC borélien Lebesgue. Hein, je veux dire que xn de oméga égale indicatrice de 0, 1 demi d'oméga si n pair égale indicatrice de 1 demi 1 d'oméga si n impair. Ok? D'accord? Donc je considère une suite de variables aléatoires qui vaut soit 1 sur 0,1,5, soit 1 sur 1 demi 1. D'accord? Alors, xn de oméga, donc probabilité que xn de oméga vaille 1, bah xn c'est Bernoulli quoi si vous voulez. Hein, la loi des xn est constante. Donc en particulier, elle converge. Donc la suite converge en loi. Ok? Bon, en revanche, quel que soit oméga qui appartient à 0,1, fixé, xn de oméga bah, ne converge pas en probabilité. Non, ne converge pas, enfin xn ne converge pas en proba. Bon, plutôt xn ne converge pas en proba quoi. D'accord? Il faudrait que ça converge soit vers 0, soit vers 1, puisque la suite n'arrête pas d'osciller entre 0 et 1 pour oméga fixé. Et donc vous ne pouvez pas converger. D'accord? Bon, ok. Donc alors j'en étais où? J'en étais au... J'en étais au théorème donc qui est une conséquence de Borel-Cantelli. Donc théorème. Donc alors ouais. C'est un petit peu une boîte à outils ce théorème, si vous voulez. Hein, ce théorème sert à montrer des convergences presque sûres. Okay, donc je vous rappelle, on a vu la chose suivante. Donc soit xn, suite de variables aléatoires, telle que, donc les x, variables aléatoires, telle que, donc on est soit la somme, donc la série des n positifs de probabilité que xn moins x soit plus grand que epsilon, soit plus l'infini, ou de i, il existe une suite epsilon k qui tend vers 0, telle que la somme des probabilités
de xn moins x plus grand que epsilon n, plus l'infini. D'accord? Donc dans les deux cas, tel que quel que soit epsilon strictement positif, hein, dans les deux cas, c'est bon là, il n'y a pas de questions en chat? Dans les deux cas, xn tend vers x presque sûrement. Alors ce théorème, hein, si vous regardez la conclusion, c'est xn tend vers x presque sûrement. Donc quand vous avez besoin de montrer une convergence presque sûre, c'est ce théorème auquel il faut se référer en priorité. À part le cas où la convergence presque sûre est évidente, si vous voulez, hein, comme la vague qu'on a vue à l'instant. À part ce cas-là, disons ce théorème, c'est vraiment la chose à privilégier si vous voulez montrer une convergence presque sûre. D'accord? Bon, donc une preuve de ça. Évidemment, la preuve, c'est Borel-Cantelli. Hein, donc, alors il y en a un qui implique l'autre. Alors, c'est la condition 2i qui implique i. Comment ça se voit ça? Oui, c'est juste parce que... Donc oui, donc bon, moi je vais montrer à 2i. Ouais. Donc la 2i, d'après le lemme de Borel-Cantelli, hein, je vous rappelle, le lemme de Borel-Cantelli vous dit que si la somme des probabilités de n est finie, la probabilité de la lim sup vaut 0. Hein. Probabilité de la lim sup de l'événement xn moins x plus grand que epsilon n égale 0. Ok? Donc epsilon n, c'est une suite quelconque, c'est une suite qui tend vers 0. Alors, si je suis plus grand que epsilon n, voyons voir, qu'est-ce qu'on a, on a un fusion de quel ensemble là? il y a 2i qui implique i ou i qui implique 2i, alors il faut voir lequel. Voilà. Si je suis plus grand que epsilon n à partir d'un certain rang, donc c'est laquelle qui implique l'autre? Si je suis plus grand que epsilon... Bah oui, il y a plus de poids sur epsilon. Donc c'est i qui implique 2i en fait. Hein, donc il suffit de montrer i. Hein, bon, je reviens un peu là-dessus juste après. Hein. Donc je montre i. D'après le lemme de Borel-Cantelli, la probabilité de la lim sup de xn moins x plus grand que epsilon, c'est 0. Ok? Donc, il existe, donc pour k supérieur ou égal à 1, hein, en particulier, la probabilité donc, que je me fixe, hein, okay, la probabilité de la lim sup de xn moins x plus grand que 1 sur k, c'est égal à 0. Ok? Donc, quel que soit epsilon, strictement positif. Hein. Donc, il existe oméga tilde indice k, tel que probabilité d'oméga tilde indice k égale 1.
Et quel que soit oméga qui appartient à oméga tilde indice K, xn d'oméga moins x d'oméga inférieur ou égal à 1 sur K, dès lors que n assez grand. C'est-à-dire que la lim sub d'un événement c'est 0, ça signifie que votre événement se produit seulement un nombre fini de fois. Non, je suis en train de démontrer 1, Mamadou. Je dis que I implique 2I, par inclusion d'événements. D'accord? Donc je suis en train de démontrer I. Donc il existe oméga tilde indice K tel que probabilité d'oméga tilde indice K égale 1. Ok? Car lim sub des AN c'est égal à l'ensemble des oméga tel que AN se produit un nombre infini de fois. Ok, donc dire que la probabilité de la lim sub des AN égale 0, ça veut dire que je peux trouver un oméga tilde de probabilité 1 tel que AN se produit un nombre fini de fois. C'est clair pour tout le monde ça? Ça c'est la partie du raisonnement peut être un peu délicate. Hein. Là, il faut avoir bien compris ce que c'est qu'une lim sup. Hein. Sinon, vous en tirez pas. Ah, c'est avant la démonstration, Mamadou, ok. D'accord? Ok. Donc, on définit alors un ensemble oméga tilde qui est égal à l'intersection sur K supérieur ou égal à 1 des oméga tilde indice K. Alors le truc pas... Le truc... disons comment dire... Le truc... un truc... Dans le truc... Donc, bon, oméga tilde est un événement. Car intersection dénombrable d'événements. Ok. Et probabilité de oméga tilde égale 1. Ok. Simplement parce que c'est en effet intersection dénombrable d'événements de probabilité 1. Okay, si vous avez deux événements de probabilité 1, exercice, montrez que leur intersection est encore de probabilité 1. D'accord? Et donc ça, c'est vrai par récurrence pour tout n. L'intersection de k égale 1 à n d'oméga tilde à k, ça fait 1. Et après, vous passez à la limite. Ok, suite décroissante qui vaut toujours 1. Donc la limite vaut 1. La probabilité d'oméga tilde vaut 1. Bon, c'est bon, tout le monde sait faire ça, j'espère. Hein. Je servi de ce truc-là, élémentaire. Ok, donc oméga tilde. Bon, et alors alors, quel que soit oméga qui appartient, oméga tilde, xn d'oméga tend vers x d'oméga, hein, puisque, bon, c'est clair, car quel que soit k supérieur ou égal à 1, xn de oméga moins x de oméga supérieur à 1 sur k ne se produit qu'un nombre fini de fois.
Ok. Si vous produisez qu'un nombre fini deux fois, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, n0, xn de oméga moins x de oméga va être plus petit que 1 sur k. Donc c'est bien que vous convergez. Ok. Donc, xn de oméga tend vers x de oméga sur l'ensemble de probabilité 1. Ça va? Donc cette démonstration est très, très instructive. Si vous avez bien compris cette démonstration, vous avez bien compris ce que c'est que Borel-Cantelli, vous avez bien compris ce que c'est que la limite sup, et vous avez bien compris ce que c'est que la convergence presque sûre. Donc cette démonstration, je vous encourage très vivement à la relire, et accessoirement, vous avez aussi bien compris, si vous comprenez bien I implique 2I, là-haut, vous avez aussi bien compris comment dirais-je, des inclusions d'ensemble. Ok. Donc je vous invite fortement à bien maîtriser cette démonstration. Ok. Elle n'est pas purement technique, c'est vraiment très typique de la convergence en loi, quoi, en presque sûre, si vous voulez, quoi. Hein. Comment est-ce qu'on démontre une convergence presque sûre? Bon, en général, vous utilisez ce théorème, et ce théorème, si vous bien comprendre ce théorème, je pense que c'est important. D'accord? Donc je vous invite à bien travailler celui-là. La preuve de ce théorème. Ok? Ok. Alors donc dans mes ensembles de flèches là que je voulais vous faire, donc dans l'ensemble des flèches que j'ai mentionnées hier. Donc là qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer donc Borel-Cantelli. Donc avec ça, on va montrer la chose suivante. Si xn tend vers x en probabilité, alors il existe une sous-suite x indice nk telle que x indice nk tend vers x presque sûrement. Donc x indice nk, c'est une suite extraite. Ok? Une conséquence, disons, un peu abstraite du théorème de Borel-Cantelli, enfin du théorème qu'on vient de voir. Alors dites-vous bien qu'en général, évidemment, on le sait d'un point de vue abstrait. Exhiber concrètement une suite nk telle que nk tend vers x presque sûrement, en général, on ne sait pas faire. Hein. D'accord? Donc, démonstration. Donc, on sait que quel que soit epsilon, strictement positif, la probabilité que xn moins x soit plus grand que epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Ça corrélate en probabilité, ça. Donc, quel que soit k supérieur ou égal à 1, il existe on peut trouver nk, oui. Donc il existe nk, tel que probabilité de x indice nk moins x soit plus grand que epsilon, soit inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k. D'accord? Simplement parce que le truc de gauche tend vers 0. Donc, la série somme des probabilités que xnk moins x plus grand que epsilon, ok? Celle-ci est inférieure ou égale à la somme des 1 sur 2 puissance k, qui est égale à 1. D'accord? Donc la somme des probabilités de xnk moins x plus grand que epsilon est finie. Hein, ce qui est fini. Donc, nous la conclusion immédiate. Donc, xnk tend vers x presque sûrement, d'après le théorème précédent.
Ok, facile. Bon, facile si on connaît la preuve, hein, bien sûr. C'est quand même assez astucieux. Ça va? Donc là, j'ai démontré une de mes flèches. Alors une autre flèche que je vais encore... que j'avais laissé un petit peu laissé en blanc hier. C'est la proposition suivante. Donc xn étant en probabilité, donc c'est une réciproque partielle à le fait que vous tendez en probabilité. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme condition suffisante pour que xn tende vers x dans L1? Hein, on vient de voir un contre-exemple. On a une variable, on a xn qui tend en probabilité vers x et xn qui ne tend pas vers L1, qui ne tend pas vers x dans L1. Donc en fait, c'est bon, la condition est un petit peu différente. Donc, la condition c'est la suivante, est un petit peu bon, un petit peu comment dirais-je, plus abstraite. Okay. Il existe alpha strictement positif, c'est-à-dire que vous ayez un moment d'ordre 1 plus alpha qui soit uniformément majoré. Okay. Si xn tend vers x en probabilité et qu'il existe alpha strictement positif, tel que le sup des espérances de xn de 1 plus alpha soit fini, alors xn tend vers x dans L1. Ok, et bon, déjà, c'est la première chose, plutôt x appartient à L1 et xn tend vers x dans L1. Ok, donc vous avez une espèce de réciproque partielle de la convergence en probabilité vers la convergence L1. Ok, donc bon, démonstration. Donc on pose soit strictement positif, on pose fa de x c'est le min entre x et a. Hein, c'est une autre manière d'écrire le min entre valeur absolue de x et a. Et GA de x qui est égal au max entre moins a et le min de x et de a. Ça a un peu mal à la tête ce truc-là. On fait peut-être une représentation graphique de ces choses-là. Donc le min de x et de a, ça ressemble à ça, fa. Hein bim. Ah oui, bon, peut-être que je peux le faire en... Ah, damned. Donc fa ressemble à ça. Ok. Ok, ici vous avez moins a. Ici vous avez... Oui. Ici vous avez a et ici vous avez moins a. C'est bon? Ça c'est fa. C'est le min entre la valeur absolue et a, quoi. Bon, et après vous avez GA. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oula, ça c'est GA, pardon. Et FA, c'est pareil.
Seulement, c'est la valeur absolue. 3, 5, 3, 5, hop. Hein, le graphe de FA et de GA se confondent pour... D'accord? Bon, tout le monde le voit. En fait, disons, dans ce genre de... Dans ce contexte, ce sont deux fonctions de troncature, si vous voulez. Hein. Ça vous permet de faire plein de trucs avec des variables aléatoires bornées et de passer à la limite en utilisant des arguments type convergence dominée ou monotone. Hein, plutôt monotone en l'occurrence. D'accord? Donc FA et GA, c'est ça. Ok, donc bam bam bam. Donc FA et GA sont continus bornés. C'est leur avantage. FA et GA sont des fonctions continues bornées sur R. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Donc la valeur absolue de GA de x moins x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x pour indicatrice que x soit plus grand que a. Hein, et donc ça, c'est en particulier plus petit que la valeur absolue de x puissance 1 plus alpha divisé par a puissance alpha. Ok. Alors déjà, GA de x moins x. Ben, GA de x coïncide avec x sur a, sur intervalle 0a. Donc ça vaut 0 sur intervalle 0a. Hein, et lorsque x est plus grand que a, bah, GA de x, ça vaut a au moins a. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je suis sans convaincre. Hein. Attends, là je vois pas quand même. J'ai un petit problème. Pourquoi c'est vrai ça? GA de x moins x. Bon, ça vaut 0. J'ai peut-être un 2 qui traîne là-dedans quand même. Hein. Ouais, faut que je mette un 2 là-dedans. Il y a un 2. Si tu veux, je l'avais jamais vu, mais ouais, il y a un 2. Hein, donc c'est plus petit que 2 fois x, 1 plus alpha sur alpha. Ok, ça, car indicatrice de x plus grand que a est plus petit que x puissance alpha sur a puissance alpha. Donc pareil, ça c'est vrai si x plus grand que a, et sinon à gauche je vaut 0 et je suis plus petit qu'un truc positif. Ok. Bon, d'autre part, l'espérance de x puissance 1 plus alpha donc de x puissance 1 plus alpha min a, c'est l'espérance de fa de x puissance 1 plus alpha. Ok. Bon, mais comme vous avez convergence en probabilité, vous avez en particulier convergence en loi. Donc c'est égal à la limite. Quand n tend à plus l'infini de l'espérance de fa
de xn puissance 1 plus alpha. Ok, qui est plus petit que l'espérance de... bon, alors ça pour tout n, quel que soit n, donc qui est inférieur à l'infini, quoi, si vous voulez. Car fa de xn plus petit que xn puissance 1 plus alpha. Bon. C'était vraiment une super idée de faire cette preuve. Bon, bref. Vous l'aurez vu. Ok. Donc là, le machin de gauche, il est uniformément majoré par grand M, indépendamment de A. Ah oui, Pépito, c'est le min. Ouais, effectivement. Bon, c'est une notation symbole standard en probabilité. Hein. On analyse aussi de manière générale, hein, vous l'avez vu passer, j'imagine. Le chevalet vers au-dessus, c'est le min, le chevalet vers en dessous, c'est le max. Min entre x et a, ouais, absolument. Ok, donc l'espérance, oups. Donc l'espérance de x puissance 1 plus alpha est finie. Donc x appartient à L1. Ok, donc ça c'est la première chose qu'on voulait montrer. Après quoi, l'espérance de xn moins x. Ok, ça c'est par inégalité triangulaire, c'est plus petit que l'espérance de xn moins g de xn, plus l'espérance de g de xn moins g de x, plus l'espérance de g de x moins x. Ok, par inégalité triangulaire. Ok, et ça, c'est plus petit que, d'après le petit machin que j'ai démontré juste avant, l'espérance de xn puissance 1 plus alpha sur a puissance alpha. Voilà. Plus, donc ça c'est le premier terme là, que je majeure comme ça. Hein, c'est le terme 1, 2, 3. Celui-là il est plus grand que 1. Celui-là il est plus grand que 3. Ok. Et il me reste l'espérance de g de xn moins ga. Donc de ga de xn moins... c'est ga tout ça. Hein. G dépend de a. Ok, plus l'espérance de ga de xn moins ga de x. Bon, et ça, je m'en suis déjà occupé au-dessus, c'est ça. Oui, ça tend vers 0 parce que GA est conçu borné. Hein. Donc, tend vers 0. Car GA continue borné. Car ok. Donc finalement, en faisant
A qui tend vers plus l'infini. Ok. Donc ça, 1 et 2, 1 et 3 tendent vers 0. D'où le résultat. Bon, c'est pas... Bon, bref, retenez que... Retenez que vous avez une réciproque partielle à la convergence de probabilité implique convergence dans L1 dans le cas où vous avez un moment uniformément borné. D'accord? Alors, donc il manque une dernière application dans mon tableau, c'est la proposition suivante. Donc si xn tend loi vers une constante qui appartient à R, et les xn, alors attention, ça c'est une petite condition à rajouter, définie sur un même espace de probabilité. Ok, il faut qu'on puisse donner un sens à... Donc, non, je dis un peu n'importe quoi, moi. Non, ça ne fait pas besoin. On peut toujours définir probabilité que xn moins c, machin, ok. Alors, xn tend vers c en probabilité. Donc ça c'est vrai si votre constante c est déterministe. Hein, si vous tournez vers 0 en loi, alors vous tournez vers 0 en probabilité. C'est vrai seulement en ce cas-là. J'insiste bien, hein. Évidemment, la convergence en proba n'est pas équivalente à la convergence en loi. Sinon, on n'introduirait pas deux notions de convergence différentes. Hein. Ça paraît logique. Bon, alors pour ça, celle-là est particulièrement simple. Ok. Donc on définit f continu borné. Tel que f de c égale 0 et f de x égale 1 si x moins c supérieur à epsilon. Donc le graphe de f ressemble à ça. Ok. Ici vous avez c. Ici vous avez c moins epsilon. Ici vous avez c plus epsilon. Ici vous avez 1. Hein? Ok? C'est le graphe de f. Excusez-moi. Ok, c'est le graphe de f. Donc je prends une fonction qui a un petit trou en C, si vous voulez. Ouais, mais là, non, il n'y a pas besoin, Clara. Simplement parce que je peux toujours donner un sens à xn moins c. Pour la convergence de probabilité, il faut que les xn soient définis sur le même espace de probabilité que la limite. Mais là, la limite, c'est un truc réel. Hein, donc justement, il n'y a pas besoin que les xn soient définis sur le même espace de proba. J'ai effacé et j'ai bien fait. D'accord? Bah oui, mais enfin, f est défini sur c moins epsilon, c'est plus epsilon, là, comme je l'ai fait. Je dis simplement que c'est pas très important. On prolonge f par continuité, hein, ça existe. Là, j'ai dessiné un exemple, mais on pourrait prendre un autre exemple, hein, si on veut, pépito. Hein. Ok, je dis juste que les trucs qui vont m'importer pour f, c'est ça, et là, j'exhibe un f qui vérifie ça. Je peux en exhiber un autre, hein, c'est ça que je veux dire. Ok, si je prends f égale ça,
tout ce que je vais dire marcherait aussi. Donc un truc comme ça marcherait aussi. Le truc qui m'intéresse sur f, c'est ce que j'ai écrit, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce f? Alors, la probabilité que xn moins c soit plus grand que epsilon. Ok. Bon, ça c'est égal à l'espérance de l'indicatrice que xn moins c soit plus grand que epsilon. Donc ça c'est inférieur ou égal à l'espérance de f de xn. Ah, pourquoi c'est vrai ça? Attendez. C'est le théorème du transfert. Et l'espérance de f de xn, ça vaut, donc, ça vaut 1. Donc si je prends oméga tel que xn moins c plus grand que epsilon, à gauche je vaux 1, à droite je vaux 1 aussi. Ok, donc c'est bon. D'accord? Ça c'est évident en fait. D'après ce qu'on a demandé à f. Donc ça tend vers l'espérance de f de c, hein, parce que f est continu borné. D'après la convergence en loi, je vous rappelle convergence en loi, ça signifie que l'espérance de f de xn tend vers l'espérance de la limite, de f de la limite, pour tout f continu borné. D'après la convergence en loi. Mais f de c, ça a le bon goût de valoir 0. Donc, probabilité que xn moins c est plus grand que epsilon tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. D'accord? Donc on a bien que xn tend vers c en probabilité. C'est bon? Ok. Alors, donc une petite boîte à outils. Hein, donc ça, c'est un truc que je ne savais pas trop les années précédentes, mais l'expérience m'a appris que c'était important. Boîte à outils. Si on veut, donc là je crois qu'on a fait le tour du schéma que je vous ai fait hier. Hein. Je crois qu'on a démontré toute l'implication. Donc si on veut montrer une convergence dans LP, ok. Donc les outils qui doivent venir spontanément, c'est bien évidemment le théorème du transfert. Hein, vous calculez simplement l'espérance de xn moins x à la puissance p, vous la calculez explicitement et vous montrez que ça tend vers 0. Ou bien, dans un exercice, en gros, vous allez souvent devoir utiliser l'égalité de Hölder. C'est très probablement l'un des deux. Ok? Donc si on demande de montrer une convergence LP, c'est souvent soit à la main, soit l'égalité de Hölder. Ok? Une convergence presque sûre. Donc on a fait une ou deux au cours de ce cours. Vous en verrez d'autres en TD, bien sûr. Mais pour montrer une convergence presque sûre, vous avez essentiellement deux outils à votre disposition. Soit se ramener à la définition, bon évidemment ça marche toujours ça, mais soit exhiber explicitement
oméga tilde de proba 1, sur lequel a lieu la convergence simple. Ok? Ça, on l'a fait pour, disons pour la démonstration de Borel-Cantelli. Hein. Soit se servir du gros théorème qu'on a vu. Se servir de Borel-Cantelli. En gros, à part ça, je ne connais pas de méthode pour montrer une convergence presque sûre. Hein? Bon, alors pour montrer une convergence en proba, globalement, très souvent, hein, on va quand même servir de l'égalité de Markov. Hein. Donc c'est un outil qui vient souvent. Bon, ça marche pas toujours, hein, mais souvent c'est un truc auquel il faut penser. D'accord? Sinon, c'est un petit peu à la main, au cas par cas. Vous servez de la loi explicite de Wixen, c'est un petit peu comme le théorème du transfert, si vous voulez. Hein. C'est faire les choses un peu, sans outils. Hein. Donc pareil, théorème du transfert. La convergence en proba, c'est celle pour laquelle vous avez le moins d'outils abstraits. En gros, vous allez quasiment toujours devoir revenir à la définition. Ok? Bon, et le dernier, une convergence en loi. Alors pour la convergence en loi, c'est l'inverse. Comme c'est la convergence la plus faible, là vous avez énormément d'outils à votre disposition. Hein? Donc, l'outil auquel il faut penser de manière principale, c'est la convergence simple des fonctions caractéristiques. Hein? Donc, xn converge en loi vers x, si et seulement si phi xn de t tend vers phi x de t simplement sur R. Donc ça, c'est vraiment l'outil auquel il faut penser en priorité. D'accord? Donc, convergence en loi, en gros, ça doit faire tilt chez vous. Je vais montrer une convergence en loi. Tout comme pour la convergence presque sûre, le premier truc auquel vous devez penser, c'est Borel-Cantelli. Le premier truc auquel vous devez penser pour une convergence en loi, c'est la convergence des fonctions caractéristiques. Ok? Bon, sinon, ce que vous pouvez montrer, convergence simple. Au point de continuité de fx de t de fxn de t vers fx de t. Ok, c'est une autre manière de démontrer la convergence en loi. D'accord? Vous avez en gros ces deux méthodes qui peuvent s'appliquer. Hein, donc ça dépend des exercices. Vous allez voir les exercices en TD. Hein. Alors, un exemple d'application important de ces choses-là. Donc là, le truc que j'ai entouré en rouge, c'est une conséquence de la théorie de Fourier, si vous voulez, le théorème de Plancherel, qui vous dit que la transformation de Fourier caractérise entièrement une mesure. Hein? Donc, si vous avez convergence simple vers les fonctions caractéristiques, vous avez convergence faible des mesures. Donc, convergence faible, pour nous, ça veut dire que ça signifie convergence en loi. Ok. Alors,
Donc on a la proposition suivante, qui ne sera pas forcément fondamentale dans le cadre de ce cours, mais qui est fondamentale en statistique. Proposition, donc lemme de Slutsky. Donc c'est comme le lemme de Borel-Cantelli, hein, ça s'appelle lemme, mais la raison est historique. En vrai, c'est des théorèmes, c'est-à-dire c'est des théorèmes importants. C'est des résultats très importants en fait. Hein. Alors, soit xn et yn des variables aléatoires réelles. Non, phi xn, c'est la fonction caractéristique, Mamadou. Fxn, c'est la fonction des partitions. Oula. Hein, et ça, c'est fonction caractéristique. Ouais, j'ai pas précisé, hein, ça m'avait l'air évident. Hein. Donc, soit xn et yn des variables aléatoires réelles. On suppose xn tend vers x en loi et yn tend vers une certaine constante a en loi. Ok? Avec a appartient à R. Alors, le vecteur xn, yn converge en loi vers xa. Ok? Alors, bon, c'est un truc qu'on n'a pas forcément... sur lequel je ne suis pas forcément revenu, mais si vous convergez en loi, en particulier, toute fonction continue de votre vecteur converge en loi vers toute fonction continue de la limite. Ça, c'est à peu près évident en faisant tourner la définition de la convergence en loi. Donc en particulier, xn plus yn converge en loi vers x plus a, et xn, yn converge en loi vers ax. Ok? Ça, la conséquence provient directement de la définition de la convergence en loi. Ok? Donc ça, c'est une conséquence de la convergence des fonctions caractéristiques, si vous voulez. Démonstration. On se donne alors de manière générale, c'est pas du tout vrai. Hein. Si j'ai deux vecteurs, si j'ai une suite xn qui sont convergents en loi vers x et yn qui convergent en loi vers y, il n'y a strictement aucune raison que le vecteur xn yn converge en loi vers xy. C'est faux. Ok? Bon, vous verrez le contre-exemple de ça en TD. Alors, donc on pose ρ qui est égal à l'espérance d'exponentielle IU xn plus VYN moins l'espérance d'exponentielle de I fois UX plus VA. Hein? Donc, comme on veut montrer la convergence simple des fonctions caractéristiques, on veut montrer la convergence simple des fonctions caractéristiques. C'est-à-dire montrer que
Rho tend vers 0. Okay. À gauche, c'est la fonction caractéristique de xn, du vecteur xn, yn, prise sur le vecteur uv. Et à droite, c'est la fonction caractéristique de la limite potentielle prise en uv. Ok. Rho, c'est phi du vecteur xn, yn, pris au vecteur, sur le vecteur uv, moins phi de x, y, pris sur le vecteur uv. Hein. C'est des fonctions caractéristiques deux dimensionnelles. Hein. Donc, on va montrer que ρ tend vers 0. Donc ρn tend vers 0, c'est un ρn sen. Hein. Ok. Donc on a ρ indicène. Alors bon, on fait une petite manip triangulaire. C'est plus petit que l'espérance de l'exponentielle iuxn. Donc fois exponentielle de ivyn, exponentielle de iva, plus l'espérance de exponentielle de iva fois exponentielle de iuxn, moins l'espérance de exponentielle de iux. Ok, facile. Bon, je fais un petit coup de diagonale triangulaire pour mettre ça. Hop. Donc, je fais entrer les modules à l'intérieur de l'espérance. Donc, c'est plus petit que l'espérance de l'exponentielle de ivyn, ou exponentielle de iva. Là, je me suis servi du fait que l'exponentielle de iuxn, c'est le module 1. Ok. Plus l'espérance de l'exponentielle de iuxn moins exponentielle de iux. Ok. Alors ça, ah oui, non, là je fais pas rentrer le. Oui, donc là, toute l'astuce de la preuve. Hein. Non, là je suis allé trop vite. C'est que je peux faire sortir l'exponentielle de IVA de l'espérance, parce que c'est une constante. Ok. Donc c'est. Je fais une ligne en plus. iuxn moins exponentielle de iux. Sinon ça marche pas. D'accord. Donc le module de l'exponentielle de IVA, bah, ça vaut 1. D'accord. Donc module un produit, c'est produit des modules. Donc là, je peux écrire ça comme ça. Ok. Donc tout ça, c'est plus petit que l'espérance de l'exponentielle de IV yn moins IVA plus phi indice xn de u moins phi x u en module. Ok. Donc là, toute l'astuce de la preuve, c'est que l'exponentielle de IVA, son module vaut 1. Donc je me suis ramené à la convergence simple de la convergence en loi de xn. Ok. Donc j'ai fini là, parce que or fy égale module d'exponentielle de i vy moins exponentielle de iva est une fonction continue bornée. Ok. Donc l'espérance de f de yn tend vers l'espérance de f de a, car yn tend vers a en loi. Et ça vaut 0.
Ok. Donc là-dedans, le terme 1 tend vers 0. Donc 1 tend vers 0. Et d'autre part, phi u de xn, phi xn de u, tend vers phi x de u, hein, car xn tend vers x en loi. Donc, grand 2 tend vers 0 aussi. Ok. D'où le résultat. Donc, rho n tend vers 0. Bon, la preuve est astucieuse. Hein. Alors, c'est pas vrai en général du tout hein, que si deux composantes d'un vecteur tendent chacune en loi, le vecteur tout entier tend en loi. Hein, on a vraiment besoin que l'une des composantes converge vers une limite triviale. D'accord ? Ok. Alors, donc un petit... est-ce que j'avais mis des parties dans ce chapitre? Je ne suis pas sûr. Donc, convergence classique, disons. Donc, théorème limite. Classique. Si on en est à quoi, Clara? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Ouais, je pourrais mettre, ok, d'accord, je pourrais mettre grand 1, mode de convergence, si on veut. Bon. Là, je fais effectivement grand 2, théorème limite, si on veut. Alors, faudrait que je vérifie, hein. Traditionnellement, j'aime bien les montrer, ces théorèmes limites, je trouve qu'ils sont quand même fondamentaux, ils sont tellement fondamentaux en proba, si vous voulez. On a mis ça? Ok, très bien. Donc, grand 2, théorème limite classique. Alors, traditionnellement, je me souviens plus, quelqu'un sait... je jouais que j'ai regardé hier et j'ai pas réussi à me faire une idée parce qu'on a quand même sauté une séance de cours, je crois. Donc je sais pas combien de temps il me reste. Est-ce qu'il me reste il me reste deux séances de 3 heures, je crois seulement. Hein. Il me semble. Donc ça veut dire qu'il me reste plus grand chose comme cours et le gros de la disons, il me reste encore hein, le gros truc à faire de la nouveauté de cette année, à savoir l'espérance conditionnelle. D'accord? Donc malheureusement, je pense que cette année, on n'aura pas le temps de voir ensemble les preuves de ces théorèmes. Hein? Donc bon, c'est un petit peu dommage. Je vous mettrai en ligne un poly dans lequel vous pourrez voir les preuves des théorèmes que je vous énonce là. Donc le premier, c'est la loi faible des grands nombres. Donc ceux qui étaient avec moi en L3 l'ont déjà vu moult fois, hein, c'est un grand classique. Soit xn une suite de variables aléatoires réelles IID. Alors faible parce qu'on suppose qu'elles ont un moment d'ordre 2. Ok? D'accord? L'espérance de xn carré est finie. Alors, si on pose
xn bar égale 1 sur n qui est la moyenne empirique des xi. On pose. Donc ça en fait, je pourrais presque le mettre en au début, un xn bar, on va s'en servir dans les 3 théorèmes que je vais énoncer. Xn bar c'est 1 sur n fois la somme des xi. On a que xn bar tend vers l'espérance de x en probabilité. Okay. Donc la fête des grands nombres, c'est un petit exercice de niveau L3. En L2, on peut déjà le faire, je pense. Hein. C'est très facile. Hein. Alors donc la fête des grands nombres, donc la preuve, enfin une preuve. Tout le monde connaît ça. La probabilité que xn bar, donc l'espérance de x, on va appeler m. Donc évidemment, si vous avez un moment d'ordre 2, vous avez un moment d'ordre 1. L'espérance de xn est bien définie. Hein. Donc xn bar moins m, soit plus grand que epsilon, hein, donc soit epsilon strictement positif. On va montrer que ce machin tend vers 0. Ok. Mais ça, c'est rien d'autre que la probabilité. Donc m c'est égal à l'espérance de xn bar par linéarité. Ah oui. Bah x c'est la loi commune des xi, hein. D'accord. Ah bon. M égale l'espérance de x1 si vous voulez. C'est pas une super idée d'introduire x, on va pas s'embêter. Tend vers m. Hein. Donc, et l'espérance commune m. Ok. Donc la probabilité que xn bar moins m soit plus grande que epsilon, c'est la probabilité que xn bar moins son espérance soit plus grande que epsilon. Donc je peux appliquer bien aimé de Chebyshev. Donc c'est inférieur ou égal bien aimé de Chebyshev à la variance de xn bar sur epsilon carré, car l'espérance de xn bar, ça vaut m par linéarité. D'accord? Or, variance de xn bar, c'est 1 sur n au carré fois la variance de la somme des xi. Bon, ça, c'est le genre de truc de calcul que vous adorez parce que c'est facile. Hein. Donc la variance de la somme, c'est la somme des variances parce que les xi sont indépendantes. Donc c'est la somme des variances de xi, mais la variance de x1, ça vaut toujours la variance de xn, ça vaut toujours la variance de x1. Donc c'est n fois la variance de x1 sur n au carré. Hein. Tout le monde a vu ça avec moi, au minimum. Donc, probabilité que xn bar moins m soit plus grand que epsilon, c'est plus petit que la variance de x1 sur epsilon n au carré, qui tend vers 0, lorsque n tend à plus infini. Ouais. Bah, je vais montrer juste la loi faible des grands nombres, hein, Wata. Hein. C'est un truc que vous connaissez tous. Hein. Hein. Celle-ci, si vous la connaissez pas, bon, il y a un problème. D'accord? Alors, un truc beaucoup moins trivial, que je ne ferai pas aujourd'hui, donc c'est la loi forte des grands nombres.
Alors elle est beaucoup moins triviale. Donc je remettrai sur Eprel. J'avais écrit il y a quelques années un poly dans lequel je reprenais une preuve, disons dans lequel il y a une preuve de la loi forte des grands nombres. Alors c'est beaucoup moins trivial. Hein, pour le coup, c'est quand même 3-4 pages de calcul. C'est pas infaisable, hein, bien sûr, mais disons la loi forte est quand même beaucoup moins facile. Donc c'est la suivante. Alors elle est beaucoup plus forte que la loi faible, au sens où déjà, donc soit xn suite de variables aléatoires réelles, telles que l'espérance de x1 soit finie. Donc au lieu de demander à ce que le moment d'ordre 2 soit fini, on demande juste à ce que le moment d'ordre 1 soit fini. On devrait rappeler l'idée, hein. On demande juste le moment d'ordre 1. Ok? Donc on demande beaucoup moins que le moment d'ordre 2. Si le moment d'ordre 2 est fini, le moment d'ordre 1 est fini, mais l'inverse n'est pas vrai en général. Hein, et on ne demande même pas un moment d'ordre 1 plus alpha. On demande juste exactement un moment d'ordre 1. Donc c'est vraiment le truc optimal. Alors, xn bar tend vers m. Donc ce qu'on a vu dans la loi faible, c'est que la convergence se faisait en probabilité. La loi forte vous dit que la convergence se fait de manière presque sûre. Donc c'est beaucoup plus fort que la convergence en probabilité. D'accord? Alors xn bar tend vers m presque sûrement. Hein, où m c'est l'espérance de x1. Donc la preuve. Alors traditionnellement j'aime bien que vous la voyez quand même, parce que c'est quand même un théorème tellement fondamental en probabilité. Si certains d'entre vous continuent à faire des probas l'an prochain, ou au cours de leur vie scientifique, que vous avez vu la preuve de ça, qui est quand même le fondement des probas, ça me paraît quand même très important. Après, je sais plus, je me souviens, encore une fois, j'ai vérifié hier en vitesse, s'il vous reste 2 séances de 3 heures ensemble, j'aurai pas le temps de faire ça. D'accord? Bon, cette année, j'ai choisi de faire plus de choses basiques, hein, que j'estimais un peu maîtriser les années précédentes, mais l'expérience m'a appris que c'est pas toujours une bonne idée. Hein, c'est-à-dire que vous avez quand même... bon, je sais pas, peut-être on fait moins en moins de trucs en théorie de la mesure auparavant, peut-être que les choses sont moins maîtrisées, je sais pas. Hein. Mais ça m'a pas l'air d'avoir été une mauvaise idée de faire beaucoup d'exemples lors du CM. Okay, mais la conséquence de ça, c'est que j'ai pas le temps de faire des trucs type loi forte des grands nombres. D'accord? Donc démonstration, confère poly sur Eprel. Encore une fois, s'il me reste 3 séances de 3 heures, je pense que j'investirai quand même 45 minutes à vous faire la preuve de la loi forte des grands nombres. Hein, malheureusement, je suis pas sûr. Ok? Donc vous avez que la moyenne empirique converge presque sûrement vers la moyenne théorique. Alors cette loi forte des grands nombres, elle est un petit peu, vous verrez ça au second semestre, elle est un petit peu au fondement des statistiques. Hein, c'est un petit peu le théorème fondamental des statistiques. Si vous voulez estimer un paramètre, hein, donc exemple, bon, vous verrez en statistique le semestre prochain, hein, je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Donc encore une fois, hein, peut-être qu'on le fera la prochaine fois. J'ai peur que non. Moi, il faut malheureusement que j'avance dans l'espérance conditionnelle. Donc le théorème central limite, c'est l'ordre d'après. D'accord? Donc, on vient de voir que xn bar moins m tend vers 0 lorsque n tend à plus l'infini, presque sûrement. Hein, c'est la loi forte des grands nombres. Question, quelle est la vitesse de cette convergence? Donc quand on demande la vitesse d'une convergence, j'imagine que tout doucement,
C'est le genre de truc qui doit vous parler. Ça signifie, autrement dit, par quelle suite AN faut-il multiplier xn bar moins m pour observer une limite non nulle. Disons non triviale, pas égale à l'infini non plus. C'est ça la question qu'on pose lorsqu'on demande la vitesse de convergence vers 0 d'un objet, d'une suite. Ok, donc AN, tel que AN fois xn bar moins m converge vers une limite non triviale. Ok? Donc la réponse, c'est AN égale... Donc réponse, dans le cas où les xi sont iid et possèdent un moment d'ordre 2, AN égale racine de n convient. Ok? Donc la bonne vitesse de convergence vers 0, se fait en 1 sur racine de n. Ok? Plus concrètement, on a le TCL. Donc, soit xn, une suite iid, telle que variance, telle que donc dans L2, telle que variance de x1 égale sigma carré, hein, donc qui est fini. Alors, xn bar moins m fois sigma racine de n converge en loi vers z, où z suit une n01. D'accord? Donc pareil, hein, c'est un théorème fondamental en statistique. C'est un théorème fondamental en probabilité aussi, bien sûr, mais en statistique, c'est vraiment le résultat de base de l'estimation. Typiquement, ça vous donne des intervalles de confiance, donc ça c'est quelque chose que vous verrez au second semestre. Alors la preuve de ça, pour le coup, contrairement au TCL, contrairement à la foire des grands nombres, elle est assez facile. Hein? J'ai l'impression que j'ai plus vraiment le temps de la faire, donc je la ferai pas aujourd'hui. Je vous la ferai en apéro lors de la prochaine séance. Ok? Ok, donc je crois que ça finit un petit peu la séance d'aujourd'hui. Et ça finit un petit peu la partie sur les théorèmes limites, sur les modes de convergence. Donc c'est un chapitre important. Hein. Donc encore une fois, si vous avez seulement une seule page à retenir de ce chapitre, c'est d'une part la loi forte des grands nombres et le TCL. Okay, ceux-là, vous pouvez vous en faire des petites fiches, hein, les apprendre par cœur si vous voulez. Hein, c'est vraiment les théorèmes de base en probabilité. Et la page qu'on a vue hier sur les modes de convergence. Hein. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de vous faire votre petite fiche avec vos différents modes de convergence et vous poser la question, est-ce que je sais montrer que telle convergence implique telle autre? Est-ce que je maîtrise, bon, évidemment, mes définitions, ça c'est un petit peu un prérequis, hein. Est-ce que je sais montrer que telle convergence implique telle autre? Est-ce que je sais exhiber un contre-exemple
à chacune des réciproques qui sont fausses. Hein, c'est quelque chose que je vous suggère de faire. Le lemme de Slutsky, bon, encore une fois, il est à connaître plus pour des raisons de statistique que de probabilité. Hein, je pense pas avoir jamais posé un examen dans lequel il intervenait, mais enfin bon, il est à savoir. Et la loi forte des grands nombres et le TCL, bon évidemment, c'est tellement important que faut, bon cela faut le connaître en dormant si vous voulez. Hein. La moyenne empirique tend presque sûrement vers la moyenne théorique, dès lors que vous avez une suite de variabilité, et la convergence en loi de sigma racine de n fois xn bar moins m vers une n01. Encore une fois, j'ai pas trop le temps de développer les conséquences théoriques et pratiques de ces deux résultats. Dites-vous bien qu'elles sont colossales. Hein. Là, on commence à aborder un peu des outils fondamentaux en probabilité. Ok ? Voilà. Donc, tout de suite, là, je vais mettre sur... Si, Rodmany, hein. Non, attention, j'ai pas dit ça. Pour avoir convergence presque sûre, pour toutes les convergences, presque sûres dans L1 et en probabilité, il faut que les variables aléatoires xn soient définies sur le même espace de probabilité. Hein, il faut ça. La seule convergence dans laquelle vous n'avez pas besoin de la convergence que les variables aléatoires soient définies sur le même espace, et on a vu des exemples de ça, repensez au D et à la pièce de pile ou face. Hein, je vous renvoie à cet exemple-là, on l'a quand même abondamment développé. Pour que xn converge en loi vers x, vous n'avez pas besoin que l'xn soit défini sur le même espace. D'accord ? Le seul mode de convergence qui vérifie ça. De manière plus générale, pour pouvoir parler de convergence PS en proba et dans L1, il faut que les variables aléatoires soient définies sur un espace commun. Bah oui, il faut pouvoir parler de... Dans le cadre de L1, il faut pouvoir parler de l'espérance de xn moins x. Hein, sinon, si elles ne sont pas définies sur le même espace, comment est-ce que vous définissez l'espérance de xn moins x? Ok. Par contre, pour la convergence en proba, en loi, bah, faut juste que l'espérance de f de xn converge à l'espérance de f de x, mais l'espérance de f de xn, vous n'avez pas besoin que xn et x soient définis sur le même espace pour la calculer, quoi. C'est un nombre. Ok. Bref. Ok, donc ça finit un petit peu ce chapitre. Donc encore une fois, je vais mettre en ligne les... Donc le TCL est très facile, hein, paradoxalement, mais la loi forte des grands nombres est très dure. Bon, c'est comme ça. Je vais mettre en ligne le petit poly que j'ai. Bah, je pense qu'il est toujours en ligne, hein, mais je vais mettre en ligne dans l'onglet CM de cette année. Je vous encourage à aller travailler. Hein. Je pense pas qu'on aura le temps de les faire cette année, simplement parce que je fais plus de choses. Disons, je fais beaucoup plus de rappels que les années précédentes. Ce qui, d'expérience, n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ok, bon, bah écoutez, je pense que ça conclut pour aujourd'hui. D'autres questions? Donc, je sais pas quand on se revoit, je crois jeudi prochain, hein, il me semble, de mémoire. Jeudi prochain à 8h. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et voilà, quoi. Hein. Bon courage pour la suite. Merci de Rodmany, c'est gentil. Bon, bah bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Donc je répète, hein, si vous avez des questions, des machins, n'hésitez pas à m'écrire un mail. On est là, hein, même si on est physiquement pas là, mais on reste présent.